Voilà, voilà, les invités sont là, malgré les embouteillages de Kinshasa. On les a, effectivement. Seulement pour quelques minutes. Contentieux électoral. Yvon Yanga, bienvenue. Maître Cédric Toumba. Ah, Maître Cédric. C'est Cédric Ntoumba. Oui, oui. Maître Cédric Ntoumba, le constitutionnaliste, le juriste aujourd'hui qui est légèrement en retard. Vraiment. Bienvenue, maître. Merci beaucoup. Veuillez excuser. Alors, on va parler de la peine de mort. Oui. La peine de mort, vous vous portez très bien d'abord, À merveille. malgré les embouteillages sous Kinshasa. En tout cas, ça n'a pas été facile hein, Ah, ça a mis ma tête près du bonnet. pour nous atteindre. Nous savons que vous avez toujours été fidèle à vos rendez-vous. On vous comprend et nos téléspectateurs vous comprennent aussi. Alors, on va parler de la peine de mort. Cette peine de mort, on a levé le moratoire sur cette peine de mort. Et nous savons tous très bien l'article 61 de la Constitution. Quand vous essayez de lire cet article, c'est comme si le moratoire ou la levée de ce moratoire est anticonstitutionnel. Maître Cédric Ntoumba. Merci beaucoup de la question. Je crois que... Sentez-vous à l'aise. Hein? Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise. Voilà, ça arrive. En fait, sur la question, la réponse est simple. OK. Personnellement, je pense que la peine de mort prévue à l'article 5 du Code pénal ne viole pas l'article 61 de la Constitution. Ça ne viole pas? Pourquoi je dis ça ne viole pas? Pénologiquement, nous devons savoir que toute peine est violente. C'est-à-dire, toute peine viole toujours une certaine valeur essentielle protégée. La Constitution est le vecteur de valeurs essentielles. Et donc, si nous devons considérer la peine de mort comme violant l'article 61, qui dit qu'en aucun cas, même lorsque l'état d'urgence aura été proclamé, il ne peut être porté atteinte, n'est-ce pas, au droit à la vie et autres. Nous ne pouvons pas non plus oublier que la peine, n'est-ce pas, d'emprisonnement porte aussi atteinte à la liberté individuelle qui est garantie. Vous savez que l'article 34 de la Constitution prévoit aussi la sacralité de la propriété, c'est-à-dire la propriété est sacrée. Mais à cette sacralité, la peine d'amende porte atteinte au patrimoine de l'individu et donc le patrimoine constitue la propriété de l'individu. Et donc, lorsque l'article 16 prévoit que la personne humaine est sacrée, si exactement dans une circonstance ordinaire, dans une situation normale, nous devons respecter la personne humaine, la vie humaine. Mais vous savez que violer pour protéger est tout à fait juste, puisque ceux qui soutiennent, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a violation? Oui, non, il y a violation. Je dis violer pour protéger. Mais c'est une violation. C'est tout à fait juste. C'est une violation. Parce que quand vous dites, quand vous admettez, je vous donne un exemple simple, vous dites que la personne humaine, elle est sacrée. Et que l'on ne peut porter atteinte à la vie humaine. Sous peu, le président avait dit dans l'un de ses discours, dans l'une de ses adresses, qu'il voulait déclarer la guerre. Mais lorsqu'on déclare la guerre, c'est contre l'ennemi pour se protéger. Et donc, ce qu'on va tuer en déclarant la guerre ne sont pas des animaux, c'est aussi des vies. Et donc, vous comprenez que, par moments, même les gens qui s'inscrivent dans l'ordre des abolitionnistes sont aussi d'avis que lorsqu'il y a défense d'une vie, pour protéger une autre, n'est-ce pas? Il est tout à fait normal que la personne qui défend sa vie contre une attaque injuste puisse se protéger. Donc la légitime défense, il va de soi que lorsque quelqu'un riposte proportionnellement pour défendre sa vie et que tuer l'autre était le dernier recours pour se faire, cette personne ne pouvait, n'est-ce pas, ne peut pas être condamnée, qu'être acquittée. Ça, c'est par légitime défense. Mais on sait aussi que lorsque la nation veut se défendre tout en déclarant la guerre, et donc on va tuer des vies. Bref, pour vous dire normalement que toute peine est violente. Et toute peine se résolve toujours en la peine d'emprisonnement. Puisque lorsqu'on te condamne à la peine de mort, en attendant l'exécution, vous allez d'abord aller en prison pour exécuter, pour patienter l'exécution, où on va vous fusiller si vous êtes un militaire ou bien... Et tous ceux qui ont été condamnés à mort, ils sont sur le couloir de la mort. Oui. Bon, en fait, en réalité, il faut savoir donc, on doit les exécuter. Pénalement parlant, pour que ceux qui étaient condamnés bien avant la levée du moratoire puissent être exemptés de l'exécution, il fallait qu'il y ait une clause expresse
n'est-ce pas, des dispenses de l'exécution de la peine de mort, n'est-ce pas, à tous ceux qui furent condamnés avant la levée et ayant commis de faits ou des infractions similaires prévues par la circulaire de la ministre de la Justice. Donc, bref, vous comprenez que la peine de mort, toute peine, comme je l'ai dit, viole toujours une valeur protégée. Nous ne pouvons pas chercher à prétendre abolir la peine de mort parce que d'après nous, écoutez, cette peine n'inspire pas une forte crainte dans la population et du reste, il y a eu une prolifération de la criminalité dans la ville de Kinshasa ou en RDC en général. Donc, on peut conclure sur cette question en disant que la peine de mort, certes, il y a toujours des critiques. Est-ce que cette peine de mort concerne les civils ou seulement les militaires? Parce qu'on parle des traîtres. C'est comme si c'est exclusivement réservé aux militaires. Non, non. La ministre de la Justice est claire dans sa circulaire. Elle a relevé les infractions, n'est-ce pas, dont les potentiels criminels, s'ils font objet des infractions, s'ils commettent des infractions et qu'ils venaient à être condamnés à mort, ils seront exécutés. Ça, c'est évident. Mais il faut aussi savoir qu'avant toute exécution de la peine de mort, il y a toujours un recours préalable de la grâce présidentielle. Voyez-vous? Mais monsieur Jean-David Kilolo, je me pose la question, à celui qui a tué 10 personnes, à celui qui reconnaît avoir tué, si vous dites que nous devons les garder en vue pour justement les resocialiser, tout en ayant l'idée que les crimes n'est qu'une maladie qui peut être guérie, mais vous oubliez aussi que la vie de celui qui est parti là, elle est aussi sacrée. Et donc, ce n'est pas une défense de la société face aux crimes commis, mais c'est bien plutôt une rétribution au mal par rapport à la proportionnalité de l'acte. Parce qu'à chaque acte, l'État doit nécessairement rétribuer, n'est-ce pas, les mal commis. Et donc, si la rétribution doit être faite, elle doit être proportionnellement nécessaire à l'acte commis. Donc, il est tout à fait normal par rapport à la circulaire qui a de faits bien déterminés, n'est-ce pas? Et que si un criminel potentiel venait à commettre ces infractions-là, il sera réprochable, il sera condamné à mort. Mais bien, il est bon à savoir aussi que toutes les fois où la peine de mort, n'est-ce pas, est prononcée, comme je l'ai dit tantôt, le ministère public fait toujours un recours préalable de la grâce présidentielle. Et donc, il demande au président d'accorder une grâce si possible. Et le président peut aussi accorder cette grâce-là. Mais on se pose la question, si nous voulons que la peine de mort puisse, n'est-ce pas, être abolie, justement en raison du fait qu'elle n'inspire pas la crainte, du fait qu'il y a eu prolifération des actes criminels et qu'on doit l'abolir, nous ne pouvons pas non plus oublier, comme je l'ai dit, que toute peine est violente. La peine d'emprisonnement viole la liberté, la peine de mort viole, n'est-ce pas, la vie, et la peine d'amende viole aussi la propriété. Alors, pour ceux qui disent qu'il y a une marche en arrière par rapport à la peine de mort, c'est-à-dire que la RDC a rétrogradé, n'ont-ils pas raison, oui ou non? Elle a rétrogradé par rapport à quoi? C'est ça le problème. Oui, parce que bien avant d'abord l'institution du moratoire, cette peine exista. Oui. Ça existait bel et bien. En 2003. Oui, exactement. La dernière exécution, c'était en janvier 2003. Exactement. En 2001, à l'entrée de Mosée Laurent Désiré Kabila, je me rappelle, il y a eu moratoire. Et puis, Monsieur Joseph Kabila, le président Joseph Kabila, a reconduit les 10 moratoires. Donc, la peine de mort existait, n'est-ce pas? Et a toujours existé. Mais c'est justement la suspension, n'est-ce pas, de l'exécution qui a été faite. C'est ça le fait du moratoire. Mais il y a eu des instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a adhéré. Alors comment ne pas tenir compte aussi de ces instruments? Non, non, il y a ceci. Je crois le protocole facultatif des Nations Unies ne prévoit pas, ça lui promet l'abolition de la peine de mort. Mais il faut savoir une chose, que le statut de Rome, dans son arsenal pénal, ne prévoit pas, bien entendu, la peine de mort. Alors que la RDC... Je ne risque pas de dire que la RDC c'est-à-dire les lois pénales de la RDC sont inconventionnelles à partir du moment où le statut de Rome ne prévoit pas ainsi et que
L'article 217 de la Constitution prévoit la supériorité des traités, n'est-ce pas, aux lois internes. Il est bon à savoir que l'article 80 du même statut, n'est-ce pas, a tenu la rigidité de la supériorité des traités et accords internationaux sur l'interne. Ça veut dire justement que l'article 80 du statut de Rome prévoit ceci, que les États membres ont la faculté d'appliquer comme, n'est-ce pas, leur loi interne le prévoit, le peine prévues pour les crimes internationaux. Ça veut dire, lorsque notre État prévoit, la loi du 31 janvier 2015, prévoit par exemple la peine de mort aux crimes contre l'humanité, aux crimes de génocide et aux crimes d'agression, cela n'est pas inconventionnel. Donc cela respecte bien entendu le statut parce que cette brèche-là a été ouverte par le statut de Rome. Alors aujourd'hui, est-ce que d'abord la procédure a été respectée? Est-ce que ne faudra-t-il pas passer par le Parlement? C'était le Parlement qui devrait quand même autoriser, mais là on voit, c'était le Conseil des ministres, après c'était la ministre de Justice. Est-ce que la procédure n'a pas été biaisée? Il y a ceci, M. Jean-David Tulelo. Le Parlement n'avait pas pris les moratoires. C'est le président Joseph Kabila qui, n'est-ce pas, avait bien entendu dit dans l'une de ses décisions, bien entendu, que le moratoire de la peine de mort va être, n'est-ce pas, va produire ses effets jusqu'à, il a dit, jusqu'à ce que le Parlement aurait fini l'examen sur la suppression de la peine de mort. Et donc, c'est pourquoi le président Laurent Désiré Kabila avait reconduit cette peine de mort, les moratoires. Non, d'abord Laurent Désiré Kabila en 2001. En 2003, c'est le président Joseph Kabila qui a reconduit les mêmes moratoires. Et donc, cette fois-ci, le ministre de la Justice a pris une circulaire. Peut-être la question la plus évidente serait, est-ce la nature réelle de l'acte qui devrait nécessiter la levée du moratoire? Devrait être une circulaire. Parce qu'à l'origine, en vertu du principe des parallélismes des formes et des compétences, c'est le président Joseph Kabila qui avait reconduit ces moratoires. Et en plus, est-ce qu'il appartient au président de la République, Joseph Kabila, ou au Parlement? Non. Ou bien ce n'est pas que la procédure n'a pas été biaisée dès le départ? En fait, la peine de mort, elle est instituée par une loi, certes. Effectivement. Mais elle est exécutée, n'est-ce pas, par quoi? Il y a des mesures d'exécution. Le ministre de la Justice peut prendre l'arrêté portant mesures d'exécution, ainsi de suite. Parce que ce n'est pas le code pénal qui prévoit la manière dont sera exécutée la peine de mort. Et donc, le ministre de la Justice a bel et bien le pouvoir de prendre une circulaire, mais le plus grand problème, c'est que si le président Joseph Kabila, en son temps, avait peut-être supprimé la peine de mort ou aboli la peine de mort par voie d'ordonnance, on aurait nécessairement reproché au président le principe des parallélismes des formes et des compétences, en ce sens que c'est la loi qui institue la peine de mort et que c'est la loi qui peut la supprimer. Mais lorsque le président avait suspendu l'exécution, voyez-vous, alors les mesures d'exécution d'une loi sont prises par des règlements. Le règlement, il peut s'agir d'un décret, il peut s'agir d'un arrêté, il peut s'agir aussi d'une ordonnance, parce que l'expression juridique du président de la République, c'est l'ordonnance. Et donc, à mon humble avis, étant donné que cela ne portait pas sur l'exécution, la suppression de la peine de mort, que sur la suspension de l'exécution, il est tout à fait de bonne loi que l'arrêté du ministre, l'ordonnance du président de la République puisse bien entendu suspendre, puisque encore faudrait-il savoir qu'à l'origine, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des textes internationaux, bien entendu. Vous avez les protocoles facultatifs des Nations Unies, ainsi de suite, ce sont des textes internationaux. Et la RDC est membre de statut de Rome. Exactement. Et c'est statut qui interdit l'application de la peine de mort. Non, je vous ai bien dit, le statut de Rome n'interdit pas l'application de la peine de mort. Bien au contraire, le statut de Rome reconnaît à chaque État membre la faculté d'appliquer le peine que prévoit leur texte interne sur le crime international ou contre le crime international. C'est une brèche qui est ouverte par les statuts de Rome. Donc pour vous, il n'y a pas d'inconstitutionnel
la peine de mort. Il n'y a rien qui indique que c'est une peine inconstitutionnelle. Je vous ai dit que la peine de mort n'est pas inconstitutionnelle. Je vous ai donné un exemple. Si nous devons nous inscrire dans l'ordre de raisonnement qui est fondé sur l'article 61, on aurait aussi les risques de dire qu'en aucun cas, même si on est agressé par l'ennemi, le président n'a pas à déclarer la guerre. On peut aussi dire que lorsque M. Jean-David Kilolo voit quelqu'un venir avec un couteau contre lui pour, n'est-ce pas, le percer les couteaux, et du coup, M. Jean-David Kilolo doit rester mythique. Alors, mais là, pour vous, c'est quoi? Parce que là, déjà, j'en ai reçu beaucoup des juges qui sont beaucoup plus basés sur l'article 61 de la Constitution. Il se base sur l'article 61. Mais je vous ai dit, M. Jean-David Kilolo, que toute peine est nécessairement violente. Toute peine viole toujours une valeur protégée. Comment nous sommes dans un pays comme la RDC? Vous voulez qu'on puisse abolir la peine de mort, mais vous oubliez aussi que la peine d'emprisonnement, dont vous cherchez bien entendu le remplacement à la peine de mort, ne produit pas des effets escomptés. Il y a la ministre de la Justice a justifié la prise de la circulaire par la prolifération du phénomène Koulouna. Mais vous savez, M. Jean-David Kilolo, vous partez à Yolo, à Matete et autres, il y a une prolifération des Koulounaires qui tuent des dames innocentes. Un père est sorti de la maison le matin, il ne rentre pas de chez lui parce qu'à l'issue des désordres qui ont été, n'est-ce pas, sémés à Yolo, et du coup, son œil est crevé, l'autre est décédé. Et vous voulez que nous condamnons ces gens à la peine d'emprisonnement. Or, vous oubliez que la peine d'emprisonnement, M. Jean-David Kilolo, je crois que vous avez eu à entendre même l'histoire de Kaba Kaba, Isaac Kaba Kaba. Vous oubliez que quand quelqu'un connaît la peine d'emprisonnement, qu'il soit amendé ou non, il peut bénéficier de la grâce présidentielle. Il peut bénéficier aussi du sursis. Kofi Olomide fut condamné à 6 mois d'emprisonnement pour cause de blessure volontaire, mais vous n'avez jamais vu là où il a exécuté la prison, parce qu'il a bénéficié du sursis. Une probabilité c'est-à-dire un pouvoir qui est accordé au juge de pouvoir justement faire bénéficier au condamné la liberté, de sorte que lorsqu'il viendrait à commettre le même fait ou un autre fait, qu'il retourne en prison. Le ministre de la Justice a aussi le pouvoir d'accorder la libération conditionnelle. Bref, vous comprenez que un délinquant qui commet le meurtre, l'assassinat, vous voulez qu'on les laisse errer libres ça et là? Vous voulez qu'on les laisse en prison? Alors, maintenant, la peur aussi des défenseurs des droits de l'homme, c'est pas là qu'on va terminer, c'est... Les défenseurs des droits de l'homme? Oui, parce qu'ils parlent de la maladie. Le chef d'État parlait que la justice est malade. Alors, ils ont peur qu'il y ait des erreurs à ce sens-là. Et puis, les gens peuvent mourir comme ça. Monsieur Jean-David Kilolo, je crois que mon argument ne fera pas preuve d'un rigorisme pénal, c'est-à-dire que la rigueur excessive de la peine. Non. Je voudrais justement vous dire ceci sur cette question. Si nous devons nous baser sur l'argument philosophique d'après lequel l'erreur est humaine et que la justice n'est pas non plus à l'abri de l'erreur, nous ne pouvons pas non plus oublier que même pour la peine d'emprisonnement, même pour la peine, n'est-ce pas, d'amende et toutes les autres peines, l'erreur restera toujours humaine et que la justice n'en sera pas à l'abri. Mais il est aussi un secret de Polichinelle que la peine, lorsqu'elle est instituée, c'est pour remplir à certaines fonctions. Non seulement empêcher aux délinquants potentiels de commettre le crime qu'ils ont commis, mais aussi à rétribuer à celui qui a commis ces mal l'acte qu'il a fait. Parce qu'un criminel, avant tout, il est un calculateur véreux qui connaît bien les gains et les manques à gagner que peut lui procurer une activité criminelle. Et donc, quand il vient, le juge devant lui, il dit, bien écoutez, vous voulez qu'on condamne ces messieurs à quelle peine? À la peine d'emprisonnement. Mais il y a le principe de la proportionnalité nécessaire. Parce que non seulement que la société doit se défendre contre les crimes commis, mais aussi la société doit se protéger contre ces criminels. Mais si nous avons à l'idée que le crime est une maladie et que M. Jean-David Kilolo est malade, il doit être traité, mais nous n'oublions pas non plus que la vie de celui qui est parti est aussi sacré, M. Jean-David Kilolo. Donc, quand on dit la personne humaine est sacrée, ce n'est pas seulement, je le dis bien, ce n'est pas seulement la personne humaine dit criminelle, mais c'est aussi la personne, n'est-ce pas, de la victime. Merci. Merci beaucoup, M. Cédric Ntoumba, surtout de vos analyses si pertinentes.
Et nous attendons s'il y a des gens, d'autres juristes qui peuvent répondre. Notre plateau est disponible tout de suite. Mais je crois en 2 secondes peut-être, la peine de mort, certes, elle est peut-être une moitié des solutions, mais si la ministre veut bien entendu éradiquer le phénomène Koulouna, parce que la peine de mort, elle est postérieure. Il faut mettre en place des mécanismes et des politiques criminelles efficaces. En l'occurrence, installer des unités spéciales pour arrêter, poursuivre les Koulouna. Parce que si c'est les policiers qu'on a ici, c'est d'ordinaire. C'est-à-dire les gens qui arrêtent les Koulouna comme ils arrêtent les voleurs de pain. C'est la même chose. Donc il faut des unités spéciales. Le ministre de l'Intérieur doit aussi s'y impliquer activement. Je rappelle une chose, M. Jean-David Kilolo, s'il vous plaît. Vous savez que monsieur, comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom, mais je crois qu'il reçoit par semaine, je crois bien, ou par mois. Le président de la République en est conscient. C'est... Bon, parlez, peut-être. Vous auriez. C'est monsieur, il a reçu l'ordre, il a reçu le bénéfice d'encadrer les colonnaires. Et que par semaine, le ministre, Jean-Marie Lecoulas, exactement, c'est-à-dire par semaine, il reçoit, je crois, le ministère des Finances décaisse au moins 200 millions de francs congolais. Et que dans les 4 semaines, c'est 800 millions de francs congolais pour encadrer les colonnaires. Or, nous constatons dans notre pays la prolifération considérable. Merci beaucoup. Ça va, on va revenir. Tout de suite, monsieur Yvon. Tout de suite.